Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle journée de live. Aujourd'hui, on est en direct de Neoma et donc on va vous faire profiter de nos intervenants, de leur expertise pour vous en dire un peu plus sur les coulisses de l'école, mais aussi l'expérience étudiante au sein de Neoma. Donc pour ça, on a un autre live à 11h30 qui sera dédié à l'accompagnement carrière et aux débouchés du PGE, un live à 14h qui sera dédié à l'expérience internationale et enfin un dernier live à 15h30 qui reviendra sur les atouts et les nouveautés du programme Grande École de Neoma. Je suis également avec Julien Manteau. Avant de le laisser se présenter, je vous rappelle que ces lives sont faits pour vous, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, on y répondra en direct. Et Julien, bonjour. Bonjour Max. Alors, je te laisse te présenter et nous en dire un peu plus sur le sujet de ce live qui tournera autour de la croissance de Neoma et des nouveautés de ces dernières années, je crois. Très bien, merci. Alors moi je suis Julien Manteau, je suis directeur général adjoint en charge de la communication, du marketing, du développement ici à Neoma. J'ai fait une première carrière déjà dans l'enseignement supérieur à HEC où je suis resté 10 ans et c'était une expérience très enrichissante qui m'a permis de réaliser que là où moi je trouvais du sens, c'était dans l'enseignement, dans l'éducation. C'était le secteur qui me permettait de m'épanouir. Et au bout de 10 ans, j'ai eu envie de, je pense on pourrait dire, sortir de ma zone de confort, puisque j'étais très bien là-bas. Et je me suis posé une question qui ressemble sans doute beaucoup à la question que se posent les étudiants de prépa. C'est dans quelle école finalement j'ai envie d'aller. J'ai choisi Neoma. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'une raison essentielle, c'est que c'est une école qui met la pédagogie vraiment au cœur de son projet et qui essaye d'être innovante sur la pédagogie. Et je pense que voilà, ça me parle parce que c'est au cœur de la transmission. Et puis, c'est une école qui met les étudiants au cœur, en fait, qui se bouge pour ces étudiants, qui se posent des questions sans cesse, qui essayent de comprendre leurs aspirations, comment elles évoluent. J'ai trouvé que c'était très stimulant et que c'était une posture qui me ressemblait. Et puis je connaissais un peu l'équipe de direction et j'ai eu envie de la rejoindre. Et justement, on va voir tout au long de ce live que tout ce que tu nous dis sur l'école n'est pas que du discours marketing, mais que c'est vraiment la réalité des faits et de l'expérience étudiante. Mais avant, j'aimerais comprendre comment tu expliques la dynamique Neoma ces dernières années qui gagne en attractivité auprès des prépas. Je pense que la raison, ce qui permet de comprendre le mieux finalement, c'est de regarder ce qui s'est passé en 2013. En 2013, tu avais deux écoles du top 10, Reims, Rouen, qui ont décidé de se mettre ensemble et d'additionner leurs forces autour d'un projet qui était comment est-ce qu'on peut être encore mieux au service des étudiants si on est ensemble. Il y a cet aspect-là et puis il y a cette vision qui est au cœur de notre approche, de se dire voilà, comment on fait pour être à l'écoute des étudiants. Et je pense que c'est très exigeant, c'est fatigant. Et je pense qu'il y a cette énergie en fait, et cette envie à Neoma de le faire concrètement. C'est ce qui nous amène à nous dire voilà, on veut 58 pays d'échange pour nos étudiants parce que c'est important qu'un étudiant il puisse se dire moi j'ai envie d'aller au Vietnam, moi j'ai envie d'aller en Malaisie, moi j'ai envie d'aller au Brésil, j'ai envie d'aller au Mexique, voilà, et que ce soit possible en fait. Et je pense que cette posture-là qu'on voit bien à travers l'international, elle va se refléter dans beaucoup d'autres dimensions qu'on pourra aborder ensemble et qui sont au cœur de cette dynamique de l'école. Justement, la mise en place de toutes ces nouveautés au fil des années, le développement de l'école, il s'articule aussi autour, tu en parlais, des besoins étudiants. Vous basez notamment sur énormément d'enquêtes qui sont réalisées auprès des jeunes et des étudiants de Neoma pour mettre en place tous les niveaux de dispositifs dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En fait, il y a deux grands piliers dans notre façon de nous nourrir. C'est déjà de nous tourner vers nos étudiants, parce qu'on en a beaucoup, et régulièrement on les interroge. Il y a 6 mois, on a fait une grosse étude avec eux, où on les a fait intervenir dans des groupes quali avec un consultant externe qui faisait le lien, qui leur posait plein de questions. Et on s'est vraiment mis à les écouter. Et il y a près d'une centaine d'étudiants qui ont joué le jeu par petits groupes de 6 à 8.
et à chaque fois ça durait 3 heures par groupe de 6-8, donc c'était hyper riche. Et l'idée, c'était de balayer tous les sujets, en fait. Pourquoi ils sont venus à Neoma, qu'est-ce qu'ils aiment moins, quelles sont les choses qui sont importantes pour eux, quelles sont les choses qui sont beaucoup moins importantes pour eux. Enfin, voilà, à quel moment ils ont l'impression que leur école, elle est pertinente, qu'elle est en phase avec leurs attentes, à quel moment ils ont l'impression que ça, justement, c'est du marketing, mais ça sert à rien. Et donc, voilà, ça ne leur parle pas. Et cette phase d'écoute, elle est très importante et on la renouvelle régulièrement. On fait aussi des sondages plus quantitatifs où on leur pose des questions. Et ça, c'est tous les ans. Et le deuxième grand pilier, c'est que parfois même on se fait accompagner par des... Par exemple, là récemment, on a fait venir un expert en tendance sociétale. Et on lui a demandé de nous présenter ses réflexions sur ce qui avait changé aujourd'hui dans la jeunesse. Est-ce qu'il y a un fossé générationnel plus grand qu'avant? Quelles en sont les composantes? Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui pour bien faire notre métier, en fait, et bien transmettre? Et il y avait des choses qui étaient assez ébouriffantes, inattendues, d'autres qu'on connaissait, qu'on avait bien en tête. Et ça, c'est vraiment très très important. Et après, ça innerve nos actions concrètes. Donc, je te disais l'international, par exemple, mais aussi le fait que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un changement de paradigme compliqué quand tu passes de la prépa à l'école. Et finalement, cet atterrissage en école, il faut le réussir le mieux possible. Et c'est en comprenant comment il fonctionne, ce à quoi ils aspirent, qu'on peut les accompagner le mieux possible. Je pense qu'on y reviendra. Oui, on va revenir à cet accompagnement, mais c'est vrai qu'il est au cœur de votre stratégie. Vous avez déployé d'ailleurs un Wellness Center. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est le Wellness Center et sur ses tâches, ses missions Mais ce qui est intéressant avec le wellness, le bien-être étudiant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il y a 3 mois, qui montre que 70% des dirigeants d'universités dans le monde pensent que le bien-être étudiant est la première question stratégique. Donc c'est énorme, 70%. Et on voit que c'est une prise de conscience de tous ces dirigeants d'universités dans le monde entier, qui est bien sûr liée au Covid, à la pandémie, etc. Et Neoma, on a été en avance de phase là-dessus parce qu'on a créé le wellness en 2017, donc 3 ans en fait avant la pandémie. Et justement parce qu'on a ces antennes et on est connecté aux étudiants et à leurs attentes, ça nous a permis de le mettre en place rapidement, de façon précoce en fait. Et là, l'idée, c'est de se dire que le wellness, ça doit être fun. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est bien, c'est un étudiant qui est heureux, c'est un étudiant qui s'amuse, c'est un étudiant qui passe des bons moments sur le campus, c'est un étudiant qui se fait des amis, c'est un étudiant pour qui les cours se passent bien, c'est un étudiant qui a l'impression d'être accompagné. Et donc, par exemple, là, on a une semaine du bien-être ou du wellness où là, les étudiants peuvent faire des ateliers cuisine avec des chefs étoilés. Ça fait partie en fait de l'épanouissement, du bien-être. Pendant cette semaine, tu as une comédie musicale faite par les étudiants et c'est un grand spectacle, tout le monde vient, c'est un temps fort de l'année. Tu peux faire de la sophrologie. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde la sophrologie, mais c'est assez rigolo, c'est assez sympa, et tu fais ça en groupe. Oui, puis ça aide c'est à une expérience réduire le collective, stress, voilà, tu as des bienfaits immédiats de réduction du stress, mais en soi, c'est assez... c'est une expérience collective en fait, assez intéressante. Et puis tu peux aussi faire de l'art-thérapie par exemple. Donc là aussi, c'est sous un angle découverte, ouverture. Donc le wellness, ça ne doit pas être quelque chose d'ennuyeux, ça doit être quelque chose de fun, d'épanouissant tout simplement. Et c'est comme ça que nous, on le conçoit à Neoma. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir... des infirmières à temps plein sur tous nos campus, des psychologues qui interviennent et qui sont en consultation gratuite et libre sur rendez-vous avec les étudiants, enfin voilà, d'avoir toute la batterie de choses qui peuvent être parfois plus graves et sérieuses. Mais la prévention en fait est hyper importante et que les étudiants soient heureux, épanouis, c'est ça en fait qui garantit le mieux ce bien-être étudiant. Et l'autre point fort de Neoma, c'est aussi l'international avec une stratégie assez différente des autres écoles du top 10. Est-ce que tu peux nous en dire plus pareil sur cette stratégie? Ouais.
Alors là aussi, l'idée, c'est d'être en phase avec les aspirations. Et c'est ce qui nous a amené, comme je te le disais, de proposer 58 pays. On a 390 partenaires. Et c'est parce qu'en fait, il y a une richesse dans le monde, qui est énorme, évidemment. Il y a une richesse culturelle, il y a une richesse aussi dans le monde académique. Tu as des partenaires qui vont être super forts en business analytics, sur des enjeux de transformation durable, sur des enjeux écologiques, sur des enjeux de data, d'intelligence artificielle. Enfin voilà. Donc tu as toute cette richesse dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Et l'idée, c'est de leur donner accès à cette richesse. Et donc d'emblée, notre parti pris, c'est que cette richesse, elle va s'additionner à la richesse Neoma, elle va compléter la richesse offerte par Neoma. Et donc pour nous, c'est hyper intéressant qu'ils aillent voir une autre pédagogie, qu'ils aillent voir une autre manière d'apprendre, qu'ils soient aussi en minorité d'un point de vue culturel. Oui. Tu as peut-être vu le film Lost in Translation de Sofia Coppola. Moi, j'adore le début du film où tu as Scarlett Johansson qui voit tous les idéogrammes japonais, qui est complètement perdue dans ce monde voilà, qu'elle ne comprend pas. En fait, ça, c'est une expérience transformante. Je te disais, moi, j'ai voulu sortir de ma zone de confort après HEC. Ouais. Je pense que ça fait grandir. Ici, voilà, moi, j'adore ce que je fais. Je pense qu'un étudiant qui sort de sa zone de confort et qui se retrouve un peu lost in translation pendant un semestre, en fait, ça le fait grandir à très grande vitesse. On voit très souvent un avant et un après, quoi. Oui. On quitte des jeunes gens déjà mûrs, ouverts sur le monde, mais on retrouve sur une phase ultérieure de maturité, quoi, très très clairement. On les retrouve avec des questionnements enrichis, nouveaux. Donc ça, c'est voilà, ça c'est au cœur de notre approche et c'est pour ça qu'on a toute cette diversité de partenaires. Et après, il y a un autre avantage en fait à avoir cette diversité de partenaires, c'est que finalement, ils sont hyper reconnus. Tu vois, on est partenaire avec Berkeley, on est partenaire avec St. Gallen qui est numéro 1 mondial au Financial Times, avec la Bocconi qui est une top université, avec FGV qui est numéro 1 en Amérique du Sud, avec Tsinghua qui est dans le top 3 asiatique et un top 10 ou 15 mondial. Donc c'est vraiment des partenaires de tout premier plan et les étudiants vont pouvoir se prévaloir de cette expérience. Ça va être une ligne supplémentaire sur leur CV qui va être identifiée par les recruteurs locaux. C'est-à-dire si derrière tu veux travailler en Amérique du Sud, en fait avoir une expérience académique de la FGV à São Paulo, c'est un sésame. Oui. Si tu veux travailler aux États-Unis, avoir un échange à Berkeley, c'est un sésame. En Europe, il y a Neoma plus St. Gallen, ou Neoma plus Bocconi, ou plus Copenhagen Business School. Enfin, voilà, c'est des cordes supplémentaires, des atouts supplémentaires dans leur jeu. Et donc c'est pour nous au cœur de notre mission de leur créer des opportunités supplémentaires en fait. Donc cette stratégie internationale, si on résume, c'est à la fois des expériences transformantes qui les enrichissent en tant que personne et en tant qu'étudiant, et puis c'est des opportunités supplémentaires pour plus tard. Et un autre gros focus de Neoma ces dernières années, c'est le développement durable. Alors beaucoup en parlent, mais concrètement, comment ça irrigue les programmes, la scolarité des étudiants qui viennent à Neoma? Ouais. Moi, je suis frappé de voir à quel point les enjeux de transformation climatique, les enjeux de transformation durable sont centraux, sont critiques aujourd'hui, et à quel point c'est difficile pour tout le monde de se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des injonctions très contradictoires. On est tous pétris de contradictions. Il ne faut plus voyager en avion, il ne faut plus manger de viande. Et en fait, nous, notre mission là-dessus, c'est de donner des clés aux étudiants avec une réalité très forte et qui doit sans cesse nous inspirer, qui est que les étudiants, certains d'entre eux, ont envie d'arrêter de faire partie du problème, entre guillemets. C'est-à-dire, tu as vu, peut-être ceux qui nous regardent ont vu aussi la cérémonie de diplôme d'AgroParisTech et cet appel à déserter qui a été prononcé. Effectivement.
Les nouvelles générations. Moi, je le trouve vraiment, hyper inspirant et intéressant, cet appel à déserter, parce qu'en fait, c'est des étudiants qui se disent « je vais arrêter de faire partie du problème ». C'est-à-dire que si je rejoins une entreprise, je vais faire perdurer des modes de production, des modes de consommation, des valeurs qui sont problématiques. Et donc, ils veulent arrêter de faire partie du problème. Je trouve ça hyper estimable. Oui. Et effectivement, si tout le monde faisait comme ça, si on désertait tous, la planète s'en sortirait sans doute beaucoup mieux. Après, je ne sais pas si c'est si scalable que ça, si tu me permets ce jargon de start-up. C'est-à-dire, est-ce que la mise à l'échelle est jouable? Oui. Tu vois, on a des diplômés Neoma, par exemple, qui sont regroupés avec d'autres qui ne sont pas forcément Neoma et qui sont mis avec des panneaux solaires sur leur toit de maison, à la campagne, qui sont presque autonomes pour l'énergétique, et puis qui ont acheté une forêt à 4 ou 5 familles pour être aussi autonomes en bois, etc. Oui. Bon. Mais ça, tu vois, c'est pas, tu n'as pas de mise à l'échelle, quoi. On ne peut pas tous acheter une forêt. Voilà. Donc, sans doute que ce qui sera plus agissant, c'est de transformer vraiment les entreprises. Donc, ce n'est pas seulement déserter. Déjà, ça évite d'aggraver le problème, mais c'est transformer les entreprises. Et aujourd'hui, nos étudiants, il faut les aider à le faire. Et il y a une crainte qui est légitime. Bon, moi, j'ai 22, 23 ans, je vais arriver dans un grand groupe ou dans une start-up. Quel poids je vais avoir? Et donc, il faut leur donner des clés réelles qui leur permettent d'avoir un impact. Et c'est ça qu'on essaye de faire, en fait. C'est-à-dire qu'il faut passer d'une sensibilisation à tous ces enjeux qui est hyper importante, mais qui peut amener à déserter ou à se dire bon, au moins je veux pas être là-dedans, voilà, à donner des clés pour transformer réellement les choses. Et nous là, on a lancé une spécialisation de dernière année, Sustainability Transformation, qui en fait qui constitue un entraînement à la transformation des entreprises pendant toute une année, parce que nos étudiants bossent avec des boîtes, avec des cabinets de conseil qui sont en train d'opérer une transformation durable. Et ils voient concrètement quels sont les problèmes, les difficultés, les freins, les barrières et comment les surmonter réellement. Ils voient aussi que tout n'est pas possible, mais qu'on peut prioriser, que parfois on peut avoir des gains significatifs, parfois des gains plus marginaux, mais que c'est toujours bon à prendre. Donc ils rentrent dans le réel en fait de ces sujets-là et ils se disent « ok, c'est possible, je peux avoir un impact, je sais comment faire, je l'ai appris à Neoma et je pourrais le faire plus tard dans les entreprises que je vais rejoindre. » Donc on leur donne confiance dans leur capacité à faire partie, donc pas seulement arrêter de faire partie du problème, mais faire partie pleinement de la solution. Oui. Et c'est ça, je pense, le grand enjeu pour Neoma et pour les générations qui vont arriver sur le marché de l'emploi dans les années qui viennent. Et tu parlais d'entrer dans le réel. Un des autres moyens, c'est l'apprentissage. Est-ce que tu peux revenir sur les atouts de ce dispositif et après nous dire comment ça se passe concrètement à Neoma, l'apprentissage? Il y a une évolution sur l'apprentissage en lien justement avec les aspirations des étudiants qui ont changé. Oui. Il y a 10 ou 15 ans, on appréhendait l'apprentissage surtout sous un angle ouverture sociale et financement des études. Et ça, c'est toujours vrai, évidemment. Oui, c'est toujours le cas. C'est toujours central même. Mais ce qu'on observe, c'est que, et notamment nos études de tendance l'ont révélé, avoir un travail aujourd'hui est perçu comme étant vraiment une source de sens pour les jeunes générations. Et elles ont des aspirations très fortes par rapport au rôle que leur travail doit jouer dans leur vie. Et donc, s'immerger dans le monde du travail tôt, y entrer de plein pied, y compris pendant ses études, c'est devenu une aspiration très très forte. Et donc, il y a de plus en plus d'étudiants qui ont envie d'apprentissage parce qu'ils ont envie d'être au concret de la réalité des entreprises, avoir un rythme aménagé où ils sont en salle de classe, mais plus seulement. Ils font partie de l'entreprise. Ils ont des missions sur la durée. L'apprentissage, ça peut durer 2 ans. Oui. Et ils s'identifient en fait complètement à cette nouvelle posture qui est
plus celle d'un étudiant complètement en fait. Et ça c'est une nouvelle aspiration et c'est une vraie lame de fond en fait qui transforme leur rapport aux études supérieures, en tout cas au niveau master, voilà, grande école. Et tu parlais à Neoma, l'apprentissage, ça peut être jusqu'à 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors Neoma, l'apprentissage, puisque c'est une aspiration essentielle de nos étudiants, ça nous a amené à avoir énormément de places. Donc on est une des écoles qui propose le plus grand nombre de places très clairement, avec 700 places dans le programme PGE, programme grande école. Oui. Donc c'est considérable et elle se ventile entre des modalités en 2 ans ou des modalités juste en dernière année. Donc là, c'est l'étudiant qui décide en fait en fonction de son envie d'international, son envie d'apprentissage tout de suite, de se façonner son parcours avec plus ou moins d'international, plus ou moins d'apprentissage dans son parcours. On parle donc dans ce live de la dynamique Neoma et un des éléments qui explique aussi la dynamique et l'attractivité, c'est une pédagogie différente. Vous avez annoncé récemment plein de nouveaux dispositifs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces dispositifs? Oui, on est au cœur de la mission d'une école, la pédagogie. C'est le moment, c'est comment on transmet le savoir, les connaissances, les futures compétences. Et il y a plusieurs types de dispositifs. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'on apprend d'autant plus qu'on enseigne. Ça, c'est assez rigolo. Et donc, nous, on met nos étudiants en situation de pouvoir être tuteurs d'autres étudiants. C'est un programme qui s'appelle NeoSmart et qui fonctionne très, très bien. Et c'est un dispositif, c'est pas un programme, c'est un dispositif qui s'appelle NeoSmart et qui permet à des étudiants d'être soit tuteurs, soit tutorés dans les matières qu'ils souhaitent. Donc c'est pas obligatoire du tout, donc on peut être ni l'un ni l'autre et mener sa vie d'étudiant sans recourir à ces dispositifs, mais on se rend compte que de plus en plus on les utilise et que ça profite aux deux. C'est-à-dire que le tuteur, parfois il connaît à peine mieux que le tutoré, hein, mais ça le met en situation de se challenger davantage, il a des questions qu'il n'avait pas forcément anticipées et en fait il développe une compréhension beaucoup plus profonde que s'il avait été livré à lui-même. Oui. Et le tutoré, souvent il bénéficie du regard d'un étudiant, c'est-à-dire quelqu'un qui a le même âge que lui, qui a sans doute eu les mêmes problèmes de compréhension que lui, ou en tout cas qui est beaucoup plus proche des difficultés qu'il peut avoir qu'un professeur qui surmaîtrise peut-être un peu trop et parfois ne voit plus. Oui, qui peut être aussi trop dans la technique. Exactement, exactement. Donc c'est doublement bénéficiaire et ça c'est un dispositif essentiel. Et qui n'est pas technologique, tu vois. Oui. Parce que le deuxième grand axe, c'est de se servir de la technologie. Là, on ne s'en sert pas du tout et ça améliore grandement la pédagogie. Après, il y a des axes où on s'en sert. D'une manière générale, qu'on se serve de la techno ou pas, nos grands partis pris, c'est de se dire qu'un cours réussi, il faut qu'il soit scénarisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on raconte une histoire, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, et qu'on embarque nos étudiants quelque part. C'est pas juste une succession de slides. Voilà. Et scénariser, ça veut dire qu'il faut penser à des modes d'animation. Donc ça peut être en présentiel ou en distanciel, ça marche dans les deux cas. Il faut qu'il soit interactif. C'est-à-dire cours magistral où il y a le prof qui parle tout seul devant la salle, la passive. C'est fini. Enfin, c'est vraiment, voilà, que ce soit encore une fois en présentiel, en distanciel. Et puis, il faut que ce soit personnalisé. Et là, il y a plusieurs modalités qui permettent de personnaliser. Il y en a une vraiment intéressante où on fait appel à l'intelligence artificielle. Alors, je vais essayer tu me dis si c'est pas clair. Non, mais gros, je te fais confiance. En gros, il y a le cours qui se déroule, normalement. Et entre les cours, il y a un peu de travail à faire pour la séance suivante. Et c'est là que l'étudiant va pouvoir se connecter à une plateforme et faire son travail sur la plateforme. Et la plateforme, elle est gérée par un algorithme d'intelligence artificielle qui, en fonction de la facilité à faire les exercices, les réponses à apporter aux questions, etc., va adapter la suite des exercices et donc va personnaliser complètement le travail à faire pour la séance suivante. Et donc tu vas avoir des étudiants qui sont ce qu'on appelle des fast learners, qui vont avoir
les 3 exercices prévus, boum, ça va dérouler. Ouais. Puis tu vas avoir ceux qui, en fait, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, ils l'ont pas forcément perçu, et la plateforme va le révéler, et va leur adapter des exercices spécifiques, va leur montrer la partie du cours qu'il faut relire. Enfin, voilà. Donc en gros, ils vont bénéficier de cette intelligence artificielle pour personnaliser le travail à faire. Ce qui fait que dans la séance d'après, tout le monde a pleinement assimilé les contenus, les concepts de la séance d'avant. Et le prof, en fait, il a face à lui une classe qui est prête et réceptive à ce qu'il a à lui expliquer pour passer à l'étape d'après, pour continuer à capitaliser sur voilà, les concepts, les notions, ça les évite connaissances. aux étudiants de décrocher. Et donc, du coup, personne ne décroche, exactement. Ouais. Et donc, nous, on regarde les taux de succès, tu vois, les notes, et elles augmentent de façon magnifique. Grâce à ces types d'accompagnement en fait. Et c'est vraiment de la personnalisation pure, pour le coup là, grâce à la technologie. Et ce qui est intéressant, c'est que le prof, ça devient un petit data analyst, tu vois. C'est-à-dire qu'il regarde ses tableaux de bord, qu'est-ce qui a posé problème, et donc même il aménage aussi ses cours fort de ces datas qu'il collecte, de ces données pardon, qu'il collecte grâce à la plateforme. Et dans la pédagogie. Il y a une autre innovation. Vas-y. Je veux pas être trop long non plus. Il y a aussi un autre élément qui est clair, c'est que sur tout ce qui est distanciel, le MOOC, c'est mort, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a 5 ans, 10 ans, Coursera est arrivé, il y a toute une nouvelle vague de cours en ligne qui s'est développée. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, ce qu'on voit, c'est que le taux de complétion d'un MOOC, c'est 10%. C'est-à-dire qu'en gros, les MOOC où les apprenants vont jusqu'au bout, c'est vraiment exceptionnel d'un point de vue statistique. Pourquoi? Parce que le MOOC traditionnel, c'est face caméra et je raconte mon cours, sauf qu'en plus, vous n'êtes pas là et qu'en plus, j'ai pas d'interactivité avec vous. Oui, il n'y a aucune interactivité. Donc c'est terrible, quoi. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de passer à l'étape d'après. Et de se dire il faut qu'il y ait une interactivité maximale. Donc nous, ça nous amène à développer ce qu'on a appelé des web-séries. On peut aussi appeler ça autrement, tu connais les serious games. Voilà, oui. Nous, on est passé du serious game au fun course, en fait, au cours amusant. Et ça veut dire qu'on utilise les codes du cinéma, on utilise les codes de Netflix pour que l'étudiant soit le héros de son cours, en fait. Donc c'est hyper scénarisé. Je te donne un exemple, on a un cours de management du changement. L'étudiant, il est le consultant en transformation digitale. Et quand il commence son cours en ligne, en fait, il a son agenda de consultant, ses rendez-vous, et il ouvre les rendez-vous qui sont en fait autant de sources d'apprentissage possibles en vidéo, hyper interactives. Il est en contact avec le board, le conseil d'administration, il est en contact avec les équipes, etc. Et en fait, toute la problématique et toute la connaissance va lui être donnée de façon totalement interactive et scénarisée. Et là, on a un taux de complétion de 100% systématique, et en plus, c'est hyper ludique. Et donc l'apprentissage, il est démultiplié par cette approche. On a poussé le truc très loin, c'est-à-dire comme on s'inspire de Netflix, des web-séries, etc., on a même fait des bandes-annonces pour ces cours. C'est-à-dire que nos étudiants, on leur a montré les bandes-annonces du cours, ce qui a créé un petit effet d'attente, et puis derrière, ils ont pu faire les cours en ligne de cette manière-là, et ils ont vraiment adoré. Oui, moi j'ai pu tester un des cours sur l'évolution des technologies. C'était très sympa, je confirme. Et on parlait de pédagogie, il y a aussi l'approche de Neoma, et tu en parlais en introduction, l'approche plus terrain, qui est du coup différente de ce qu'on vit en prépa, et de tout l'accompagnement qu'il y a autour de cette arrivée en école, et pour essayer de lisser au mieux le fossé qu'il y a entre ces deux univers. Le fossé, il est considérable entre la prépa et la grande école, quelle que soit la prépa, quelle que soit la grande école, pour plein de raisons. On passe d'un environnement où c'est des professeurs agrégés, en général en prépa, qui font les cours. Et ces professeurs agrégés, ça veut dire quelque chose de très fort, c'est-à-dire que c'est un professeur qui a développé une forme d'excellence dans la pédagogie, en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas tourné vers la recherche, il s'est tourné vers l'enseignement. Et donc,
les élèves de prépa bénéficient de professeurs qui en fait n'ont pas voulu faire carrière dans la recherche, ont voulu faire carrière dans l'enseignement. Ça, c'est quelque chose qui est très fort en fait et qui est très structurant. Et toutes les équipes pédagogiques en prépa sont composées exclusivement d'enseignants qui ne sont pas des chercheurs, qui sont en fait des pédagogues. En grande école, que ce soit à HEC, à Neoma ou ailleurs, c'est des enseignants-chercheurs ou des professionnels qui viennent intervenir dans les cours. Donc, dans les deux cas, en fait, c'est un public qui est très différent en fait. La transmission leur parle énormément, sinon ils ne feraient pas ce métier. Ils sont quand même enseignants-chercheurs, ils ne sont pas juste chercheurs. Mais ils ont une approche qui est d'emblée très très différente. Les attendus vont être très différents et souvent l'autonomie attendue des étudiants est beaucoup plus grande en fait. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est hyper fort dans toutes les grandes écoles par rapport à la prépa. Oui. Et qui suppose un accompagnement effectivement très fort pour que l'étudiant perçoive cette rupture, parce qu'on peut vraiment parler de rupture, et qu'en fait qu'on l'accompagne et qu'on lui donne les moyens de développer son autonomie. Donc on pourra un peu revenir sur les dispositifs. La deuxième grande rupture, elle est disciplinaire. C'est-à-dire que la prépa, c'est des matières qu'on pourrait qualifier de fondamentales, des mathématiques, de la philosophie, de la littérature, de la géopolitique ou de l'économie, pas du tout appliquées, matières scolaires ou académiques, voilà, pures, qui développent des compétences qui seront essentielles dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est matière académique que ce sera inutile plus tard dans les entreprises. Je déjeunais récemment avec un associé d'un grand cabinet de conseil en stratégie qui me disait que faire une mission de conseil, en fait, c'est très similaire en termes de posture mentale à faire une dissertation. Parce qu'il faut identifier le problème à résoudre, comme on identifie la problématique dans une dissertation. Et puis, il faut formuler un raisonnement, voilà, et il faut l'articuler avec au départ une feuille blanche. Donc, en fait, c'est une posture mentale très similaire. Donc, voilà. Mais d'un point de vue discipline, d'un point de vue compétence, on peut acquérir des compétences en prépa qui sont très utiles plus tard, mais d'un point de vue disciplinaire, ça n'a rien à voir parce que les disciplines en grande école, elles sont beaucoup plus appliquées. On ne va plus faire, ou rarement faire, voilà, étudier Emmanuel Kant ou Kierkegaard. On va se focaliser sur des nouvelles disciplines. Et là aussi, il y a un enjeu d'atterrissage. Et là aussi, la première année, par exemple à Neoma, continue un certain nombre d'enseignements qui font la transition. Par exemple, il y a pas mal de géopolitique, il y a où on transpose la géopolitique appliquée à des enjeux d'entreprise, par exemple, pour faire justement ce lien en fait, entre des enjeux peut-être d'État-nation en prépa ou de l'Union européenne, de groupes régionaux, à tout à coup des enjeux plus voilà, Veolia Environnement, Total, voilà, ces grands groupes avec des enjeux de transformation qui peuvent être essentiels et très forts, par exemple dans le cas de Total. Et donc voilà, cette transition, elle va aussi se jouer sur le terrain des disciplines, très clairement. Vous avez fait un autre choix pédagogique, c'est de donner aux étudiants, en plus de leur diplôme et des potentiels doubles diplômes d'ailleurs qui passent, de leur donner la possibilité d'obtenir des certifications. Pourquoi proposer aux étudiants de passer des certifications? Il y en a plusieurs, il y a le CFA en finance, il y a Google, quelques certifications Google notamment sur tout ce qui est marketing. Pourquoi ce choix? Souvent, les employeurs peuvent être surpris de voir arriver des étudiants qui sont diplômés d'un master finance prestigieux ou d'un master marketing prestigieux et qui parfois ne savent pas faire des choses vraiment qui, eux, leur paraissent basiques et essentielles et voilà, fondamentales. Et ça peut porter préjudice en fait aux jeunes diplômés. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent perdre des points dans leurs premiers mois d'intégration dans une entreprise ou au cours de leur stage parce qu'il y a des attendus
pour lesquels ils sont pas bien préparés, alors qu'ils sont titulaires d'un super diplôme de master, etc. Et donc nous, pour aider nos étudiants au mieux à tirer leur épingle du jeu, à convertir leur stage en emploi, à bien réussir leur premier mois de prise de poste pour leur premier job après Neoma, on a effectivement mis en place ces accompagnements pour obtenir des certifications, qui sont précisément les compétences de base attendues par les employeurs, parce que c'est les employeurs en fait qui définissent les contenus des certifications. C'est eux qui disent le CFA, il doit y avoir ça, ça, ça. Oui. Ça, c'est vraiment le truc hyper utile d'un point de vue professionnel. C'est vraiment des certifications professionnelles inspirées par les professionnels. Et donc on est sûr, quand on prépare nos étudiants à ces certifications, qu'on les aide réellement à bien réussir leur prise de poste ou à se donner toutes les chances de transformer un stage en un emploi si c'est là leur souhait. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait qu'en école, c'était des enseignants-chercheurs et il y avait le mot chercheur qui était important parce que ça induisait une pédagogie différente. La recherche, c'est un des grands focus de Neoma ces dernières années. Pour autant, je pense que c'est un sujet qui est un peu lointain pour les étudiants. Et pourquoi, au final, la recherche, c'est tout de même hyper important pour eux? Oui, alors, je pense que c'est hyper important, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup de transformations quand même qui nous attendent. Tu vois, on parle d'ubérisation des emplois, on parle de mutation des jobs, des emplois. C'est devenu communément admis de dire que les emplois dans 5 ans ou dans 10 ans en fait n'existent pas encore aujourd'hui. Et c'est là où la recherche elle joue un rôle majeur parce qu'elle permet d'anticiper les évolutions, notamment sur le marché de l'emploi, parce qu'elle est dans l'analyse des tendances actuelles et tendances du passé. Elle est dans le décryptage des grandes forces en présence. Elle est dans la compilation de données qui sont gigantesques où on agrège des données sur différents marchés de l'emploi, on agrège des données sur différents types d'employeurs, sur différents secteurs, etc. Et comme on l'analyse de près, on en tire des enseignements et on a, nous, en fait, on a divisé notre recherche en 4 grands pôles et il y en a un qui est justement sur tous les enjeux de future of work, donc le futur de l'emploi, les futurs des modalités de travail, les métiers de demain et les compétences de demain et la manière de travailler aussi de demain. Et ça, c'est essentiel pour nourrir notre département de talent et carrière, c'est essentiel pour nourrir nos ateliers où on aide nos étudiants à développer des soft skills, c'est essentiel pour nourrir les programmes, parce qu'en fait, tu vois, en spécialisation de dernière année ou à travers des cours électifs ou même dans les cours fondamentaux, on va injecter plus de data, de sciences de la donnée, on va injecter plus d'enjeux autour de l'intelligence artificielle, on va injecter plus d'enjeux sur comment les business models des entreprises vont évoluer, peuvent évoluer, parfois doivent évoluer pour intégrer ces grandes mutations. Donc là, la recherche, elle est vraiment clé et elle irrigue pleinement les programmes et l'accompagnement étudiant en fait, en général. C'est, je pense, difficile à percevoir parce que c'est souterrain et c'est une irrigation discrète, mais qui est en fait très très forte. Et ça va être la même chose sur les enjeux de sustainability, par exemple. Et sur cette approche que j'évoquais tout à l'heure, c'est quoi les grandes transformations durables? C'est pas si évident à identifier. Et là aussi, il y a besoin de recherche. On a, nous, une chaire de bioéconomie, par exemple, bioéconomie et développement soutenable. Et il y a un travail de recherche qui est tout simple, qui est facile à raconter, où en gros, on regarde, on étudie l'impact de remplacer des gobelets en plastique par des gobelets en carton. Et en fait, on se rend compte que l'impact environnemental, il n'est pas si bon que ça. Ça reste très faible, parce qu'il y a des ressources rares qui sont mobilisées, qui continuent à être mobilisées. Et
il y a un concept tout simple qui émerge, c'est que l'innovation, elle ne doit pas être terme à terme. C'est-à-dire que tu remplaces un gobelet en plastique par un gobelet en carton, en fait, tu n'as pas changé les termes de l'équation, mais elle peut être fonctionnelle. C'est-à-dire que en fait, tu arrêtes d'être sur du jetable et tu as une gourde en acier. Oui. Voilà. Et tu vois, c'est tout simple, mais ça donne une grille de lecture avec une analyse qui est assez facile à comprendre, qui permet d'être transposée après à d'autres secteurs, à d'autres logiques. Et c'est typiquement le genre de décodage qu'un chercheur qui va être dans le concept, dans l'analyse, va pouvoir opérer. Et après, le dernier élément sur la recherche, c'est que c'est au bénéfice des étudiants, au sens où ça permet une reconnaissance académique de l'école par les autres universités du monde. Et ça ouvre des opportunités à nos étudiants. C'est-à-dire que quand tes enseignants-chercheurs font des travaux de recherche qui sont publiés dans les meilleures revues, les autres universités le voient, parce que c'est un petit monde, la recherche. Et en fait, ça permet de tisser des accords d'échange, des accords de double diplôme pour les étudiants eux-mêmes. Donc si nous, on a 390 partenaires avec les meilleures universités de la planète, c'est aussi grâce au travail de nos chercheurs. Le chiffre, c'est qu'on a multiplié par 2,5 nos publications de recherche en 4 ans dans les revues les plus prestigieuses. Donc c'est vraiment une montée en puissance. Tu parlais de dynamique au départ, qui est très spectaculaire, effectivement. Et la recherche, d'ailleurs, ce n'est pas le seul élément qui vous permet d'être visible auprès de vos pairs et de nouer des partenariats. Il y a aussi les accréditations. Vous avez récemment renouvelé l'accréditation EQUIS à Neoma. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, en quelques mots, pourquoi c'est important d'avoir justement ces accréditations? C'est un label, en fait, c'est vrai. Il y a 3 grandes accréditations aujourd'hui, la CSB, Lambda et EQUIS. Et il y a à peu près 1% des business schools du monde qui ont les 3. On appelle ça triple crown, triple couronne. Et en fait, 1% des business schools qui sont triple accrédités, Neoma fait partie de ce cercle très fermé. Ça veut dire derrière que la qualité va attirer la qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des meilleurs professeurs qui viennent du monde entier parce qu'ils ont identifié que c'était une école triple accréditée. Donc ça les rassure et c'est un gage de qualité pour eux. Et ils ont envie de travailler avec ces professeurs de cette école-là. Et de même, c'est vu par les étudiants internationaux qui se disent tiens, c'est un vrai gage pour moi d'excellence. Donc j'envisage de venir étudier à Neoma. Et donc, in fine, c'est la valeur du diplôme en fait qui est garantie par ce type d'accréditation. Aujourd'hui, les accréditations, on les obtient soit pour 2 ans, soit pour 5 ans, selon la solidité du dossier qu'on a présenté à l'organe accréditeur. Nous, sur nos 3 accréditations, on est sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on a obtenu la durée maximale, donc on a présenté un niveau de qualité, d'excellence perçu comme très solide, effectivement. On va bientôt arriver au terme de ce live, mais avant, je voulais avoir un peu ta vision des grands bouleversements qui attendent les business schools dans les prochaines années. Est-ce que rapidement, tu peux nous dessiner un peu les tendances de ce qui va se passer dans les business schools, qui vont forcément un peu impacter aussi les étudiants qui vont intégrer l'année prochaine? Alors, en fait, les business schools, elles sont dans le monde, donc elles sont impactées par les grandes évolutions du monde. Donc, premièrement, géopolitique. Bien sûr. Et c'est là, petite parenthèse, c'est là aussi qu'avoir un réseau très large, c'est intéressant parce que si tu as des pays qui se ferment, quand tu as 58 pays et 390 partenaires, en fait, tu peux basculer des destinations étudiantes internationales sur d'autres zones et donc tu peux continuer à répondre à cette aspiration essentielle des étudiants internationaux à partir à l'étranger parce que tu bénéficies de ce portefeuille en fait, de destinations très large. Donc la géopolitique, ça va beaucoup influencer les business schools. Et moi là-dessus, j'ai une vision très claire, c'est que je pense qu'à travers nos flux d'échanges internationaux, on est un acteur positif, c'est-à-dire allez, je m'autorise cette petite phrase, je pense qu'on œuvre pour la paix dans le monde, si tu me pardonnes.
Ça fait un discours un peu Miss France. Mais... Ouais, c'est ça, si tu me pardonnes. Alors moi j'allais dire bisounours, mais Miss France, ça me va aussi, c'est ça. Parce qu'en fait, ça permet à des jeunes gens très tôt dans leur vie, à un moment où ils sont encore en construction, de découvrir l'altérité. Oui. Et de vivre dans une certaine altérité. Et c'est une ouverture qu'ils vont garder pour le reste de leur vie. Donc voilà, la géopolitique va être essentielle et l'enjeu, ce sera de rester ouvert, je pense. De réussir à maintenir cette ouverture au monde qui est essentielle et qui est transformante. Après, il y a tout ce qu'on a commencé un petit peu à raconter, toutes les mutations du marché de l'emploi, Oui. avec le remote, le distanciel, qui devient de plus en plus prégnant aussi, et qui va aussi bouleverser les business schools fortement. Et là, tout l'enjeu, c'est chaque fois qu'on proposera du distanciel, et c'est important de le faire parce que c'est le monde aussi du travail qui est beaucoup passé en distanciel, donc il faut être à l'aise, il faut maîtriser les codes du distanciel. Il faudra le faire d'une manière qui soit intéressante et épanouissante pour les étudiants. Et puis après, je pense qu'il y a tous les enjeux de transformation environnementale qui sont clés et qui doivent amener les business schools à se réinventer assez fortement. Je pense que la finance doit évoluer, le marketing doit évoluer de manière encore beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Les modes de production, la supply chain des groupes, les politiques d'achat, de logistique doivent évoluer. Et les rapports à la consommation doivent évoluer. Et donc ça impacte énormément les business schools. Il faut qu'on devienne les fabriques d'un monde durable. Oui. Et c'est absolument essentiel. Et la dernière grande évolution qui impacte les écoles de commerce, les business schools, c'est que les générations d'aujourd'hui sont très différentes de celles d'hier. Ça peut paraître cliché, mais les études montrent qu'il faut revenir à mai 68 en fait, pour avoir un fossé générationnel aussi fort que celui qu'on a aujourd'hui. Et là, c'est essentiel que les business schools elles soient capables de connecter fortement avec cette jeunesse et leurs étudiants pour leur donner les clés dont elles ont besoin pour trouver leur place dans le monde et pour pouvoir le transformer positivement. Sinon ça ne marchera pas et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, comme je le disais, on arrive au terme de ce live. Avant de finir, est-ce que tu veux donner un dernier conseil pour les prépas qui nous regardent et qui sont soit en train de préparer leurs oraux, soit vont se décider un peu aussi de l'école qu'ils souhaitent intégrer. Donc un conseil pour eux, si tu veux t'adresser directement à eux. Avec plaisir. Alors moi, je vais citer un grand philosophe américain qui s'appelle Rocky Balboa, qui disait « It ain't over till it's over ». Donc ce que je veux dire par là, c'est que si voilà, là, dans l'oral qui arrive, il y a des moments de découragement, gardez toujours cette force et cette confiance qui vous permettra de rebondir et de vous dire en fait peut-être ça n'a pas si bien marché que ça là, mais je me relève pour l'oral dans l'autre école, je continue mon petit Tour de France si c'est dans un Tour de France que vous êtes embarqué. Donc voilà, gardez vraiment cette confiance en vous qui est hyper importante et qui vous permettra d'être maître de la suite de vos aventures et de choisir l'école dans laquelle vous pensez que vous pourrez vous épanouir au mieux. Et après, justement, une fois que vous serez en école, quelle qu'elle soit, que ce soit à Neoma ou ailleurs, mon conseil là, c'est d'explorer. C'est des années vraiment clés où vous allez avoir sans doute l'impression que vous êtes arrivé déjà quelque part à destination, parce que une fois qu'on a fait la prépa, on sent qu'on a accompli quelque chose de décisif et qu'on est arrivé à destination. Non, vous n'êtes pas arrivé à destination, vous êtes au premier jour du reste de votre vie. Et il y a encore énormément de choses à découvrir, à construire, énormément de rencontres à faire, énormément d'endroits où aller, énormément de domaines où vous ne savez pas grand-chose encore. Et ça, c'est hyper excitant et intéressant, à condition en fait que vous appréhendiez les choses sous cet angle de
allez, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir aujourd'hui? Comment est-ce que je peux ouvrir encore plus grand voilà, mes chakras, mon envie de faire des rencontres nouvelles et de m'ouvrir à cette grande richesse qui nous entoure. Voilà, c'est mon conseil. Merci beaucoup, Julien. Merci, Max. Merci à vous d'avoir regardé la première partie de cette immersion au sein de Neoma. N'hésitez pas à suivre les autres parties sur l'international, les débouchés du PGE et bien sûr toutes les nouveautés et tous les atouts du programme Grande École de Neoma.